Alors bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Je suis Catherine Marquez et voilà, Catherine Marquez, donc je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis et voici avec moi Julien Lahaye. Bonjour à tous. Julien qui est business developer chez Inflexis. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes dans la fenêtre de chat. Nous dire peut-être d'où vous nous appelez, si vous êtes à Bordeaux ou ailleurs, et ce que vous venez chercher dans ce webinaire, ce qui vous intéresse. Alors, ce webinaire va durer une petite heure, on va dire 40-45 minutes, et puis peut-être avec des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions directement dans la fenêtre de chat, c'est fait pour ça. Et puis, n'hésitez pas aussi, tout au long du webinaire, à poser vos questions si vous en avez. On n'est pas obligé d'attendre la fin, donc vous pouvez intervenir quand vous voulez pour poser vos questions. Ce sera interactif, ce sera sûrement plus intéressant si ça se passe comme ça. Avant de démarrer sur la question de ce webinaire qui nous intéresse, quel est le juste prix et comment le calculer, juste prix de mon application mobile, je vais laisser Julien nous présenter très rapidement qui est Inflexis. Merci Catherine. Oui, donc bonjour à tous. Je vais donc vous présenter Inflexis. Inflexis est une entreprise du numérique, une ESN, qui existe depuis 2011 maintenant. Nous sommes donc spécialisés dans tout ce qui est conception d'applications mobiles professionnelles et d'interfaces pour les objets connectés. L'entreprise a vécu sur différentes activités. Au départ, nous étions sur des secteurs plutôt tertiaires, de banques, mutuelles, assurances, et par le biais du développement de nos savoir-faire et du fait qu'on a grandi, on s'est agrandi, on s'est déployé sur d'autres domaines tels que l'industrie, la santé. C'est ce qui a permis également de nous développer sur l'accompagnement dans la transformation digitale, dans la conception donc, de services mobiles novateurs, tout ce qui est appli mobile, objet connecté, c'est comme je l'ai indiqué. L'accompagnement des clients assistance technique également, avec ce qu'on appelle aussi la tierce maintenance applicative. Donc aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes, avec des chefs de projet, des ingénieurs, développeurs confirmés, une équipe donc marketing et commerciale, avec les services qualité et notre équipe aussi de designeuses pour la partie graphique et marketing. Pour ce qui est de notre méthodologie, on s'appuie donc sur tout ce qui est méthodologie agile. Donc on accompagne nos clients dans toutes les phases du projet, en amont, donc depuis l'étude du besoin, en passant par l'aide de définition du périmètre de l'application, le design également, avec l'expérience utilisateur et l'interface graphique. Ensuite, il y a le développement sur les différents types de techno, comme on a pu parler donc auparavant dans d'autres webinaires que nous avons organisés. Je parle bien entendu d'applications dites natives ou hybrides, également de web app, et également pour les différents OS existants. De plus, on accompagne nos clients effectivement dans le déploiement de leur application jusqu'à la maintenance, donc une fois que l'application est mise en production, tout au long du cycle de vie. Mais revenons maintenant au sujet, sur le juste prix pour calculer une appli mobile. Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est comment calculer ce prix, de quel poste budgétaire tenir compte, et puis enfin, sur quel levier appuyer pour réduire son coût sans nuire à la qualité, bien sûr. Donc, c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre tout au long de ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez, vous, de votre côté, l'expérience de la mise en œuvre de solutions d'applications mobiles, n'hésitez pas à intervenir. Alors, dans le prix d'une application mobile, nous, on travaille plutôt sur des applications mobiles professionnelles, donc conçues sur mesure. Il faut compter 5 postes budgétaires auxquels se rajoutera la maintenance qui intervient évidemment qu'une fois que l'application a été mise en production. Donc, il s'agit de la conception, du développement, de la direction de projet, des tests et recettes qui interviennent via la qualité et de l'accompagnement des utilisateurs. Alors, on commence par le premier poste qui est la conception. Donc, il s'agit ici de la définition des spécifications fonctionnelles de l'application, des principes d'ergonomie et de navigation, de la préparation des maquettes
des maquettes graphiques et de l'architecture technique de l'application. Et chez Inflexis, on s'appuie sur des ateliers design thinking, des ateliers cadrage fonctionnel, pour justement établir le contour de l'application. Pourquoi on fait ça? C'est parce que même s'il y a un cahier des charges qui préexiste, et d'autant plus s'il n'y en a pas, bien sûr, il est nécessaire de reformuler la demande qui est jamais vraiment précise, ni exhaustive. Parce que ce qui est implicite pour le client ne l'est pas forcément pour l'équipe de développement, et inversement, ce qui est implicite pour l'équipe de développement n'est pas forcément pour le client. Donc, l'atelier de cadrage, il a pour objectif de valider une liste exhaustive et priorisée des fonctionnalités de l'application répondant aux attentes qui ont été exprimées par le client. Il permet aussi de travailler sur des wireframes, qui sont des schémas simples des écrans principaux de l'application, et de permettre d'aller pas gratuitement, mais rapidement, de l'idée au produit, c'est-à-dire de prototyper l'application rapidement. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Il y a tout un tas de ressources disponibles. Et on a fait récemment en mai un meet-up qui s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi une application mobile » et qui décrit justement cette prestation. Julien vous en a mis le lien dans le chat. Alors, le deuxième poste budgétaire, Julien. Le deuxième poste budgétaire à considérer, c'est le poste du développement. Alors, le développement, ça comprend plusieurs éléments. Il faut compter effectivement le développement de l'interface graphique, l'intégration de données, tout ce qui est développement de web services et connecteurs avec le back-office, également avec les systèmes d'information, et la sécurisation des flux. Une fois qu'on a tous ces éléments, chez Inflexis, on s'appuie également sur la méthode agile, comme j'en ai parlé auparavant, donc qui va permettre d'inclure les utilisateurs dans ces différentes étapes, que l'on appelle également sprint, et s'adapter à l'évolution des besoins. Donc cela fonctionnera par itération, donc étape par étape. Il y a également l'intervention avec les utilisateurs et le schéma du sprint qui est proposé, expliqué et détaillé auprès de nos clients. Julien, il y a une question de Jérôme. Je pose une question. Voilà. Combien coûte et combien de temps dure la prestation de prototypage? Alors, c'est une très bonne question. Pour ce qui est du coût et de la durée de prototypage, on est en capacité, on va en parler un peu par la suite dans ce webinaire, on étudie effectivement l'échange avec vous sur votre projet afin de déterminer de quoi il est question, ce que vous avez, ce que vous souhaitez donc mettre en place. Et pour savoir combien de temps dure la prestation prototypage, il nous faut les éléments de base qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir considérer votre projet, de l'englober et de le cadrer. Et à partir de là, on sera capable de vous proposer, lorsqu'on fait un prototypage, de travailler sur des fonctionnalités qui sont dites prioritaires, on va en parler dans quelques instants, et de se concentrer sur le minimum indispensable qui permettra de faire fonctionner le prototype pour pouvoir ensuite le tester et faire les retours utilisateurs. Alors, Julien, je me demande si Jérôme ne parlait pas spécifiquement de l'atelier de cadrage, parce que c'était ce dont on parlait juste avant. Oui, l'application, oui. Donc, sur l'atelier de cadrage, on est sur une journée et demie de prestation. Donc, pendant laquelle il y a une préparation de l'atelier, il y a l'atelier lui-même et puis les livrables, le travail sur les livrables à la sortie de l'atelier. Donc, en général, on est sur une journée à une journée et demie. C'est bien ça, Julien? Maximum, oui. Et du coup, sur le coût de l'atelier, est-ce que tu peux nous répondre à Jérôme sur ce... Le coût de l'atelier, alors, c'est effectivement, ouais, c'est sur l'atelier, on organise ça entre une journée et demie en fonction de ce qui va être après avoir échangé ensemble, discuté et m'être mis en place. Il faut compter environ 6 cas pour une prestation qui va englober l'atelier avec sur les 2 demi-journées, la préparation qu'on fait en amont, le déplacement s'il y a aussi, puisqu'on on se déplace au sein de votre entreprise pour pouvoir préparer les éléments et réaliser l'atelier chez vous. Et il y a aussi cette phase ensuite lors de l'atelier, après cette demi-journée ou journée qui va être organisée. Il y a un retour donc ensuite de notre côté avec une restitution des éléments qu'on appelle donc un agile book où il y aura
tout ce qui aura été échangé durant les journées sur l'atelier. Et cet élément-là, lui, vous sera ensuite transmis avec tout le récapitulatif et on valide ensemble les éléments pour par la suite, si vous le souhaitez, donc poursuivre ensemble ce projet. Est-ce que ça répond à votre question, Jérôme? Alors, on va passer peut-être au troisième poste budgétaire. Oui. Donc, le troisième poste budgétaire, c'est la direction de projet. Donc, ça, c'est très important. Chez Inflexis, on nomme un chef de projet qui est présent dès l'avant-vente jusqu'au déploiement de l'application, la solution auprès des utilisateurs. Donc, le chef de projet, son rôle, c'est de guider l'équipe de développement et de faire le lien avec le client. En fait, il facilite au quotidien, il anime le travail de l'équipe de développement et il fait en sorte que l'équipe puisse travailler au mieux, correctement, sur les tâches sur lesquelles elle s'est engagée à travailler, notamment en les protégeant des demandes extérieures qui sont parfois inattendues et en assumant aussi les problématiques administratives. Donc, c'est lui, par exemple, qui précise le backlog de l'application, c'est-à-dire la liste des fonctionnalités, avec le chef de projet côté client, et qui priorise les items de la liste les uns par rapport aux autres. Il peut avoir à mettre à jour cette liste en cours de développement dans le cas où de nouvelles exigences sont formulées par le client. Ça peut arriver en cours de sprint. Et ça donne alors lieu à une négociation avec le chef de projet côté client parce qu'il y a un budget global de l'application qui a été identifié dès le début, un nombre de jours de travail. Donc, il faut rester dans ce nombre de jours de travail. Mais le périmètre peut changer tant qu'on reste dans ce volume, dans ce nombre de jours de travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, à nouveau, on avait réalisé un meet-up il y a quelques temps qui s'appelle « Vie ma vie de chef de projet » sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver le replay de cet événement. Quatrième poste budgétaire. Alors, le quatrième poste budgétaire, il s'agit des tests et recettes. Donc, tout simplement, l'objectif, c'est de valider tout au long des différents sprints la qualité de l'application. Donc, ce sont les tests unitaires qui vont permettre de valider la qualité de l'application dans la méthode agile. Ils sont répartis tout au long du développement, comme je l'ai indiqué, et contribuent à la qualité de l'application. C'est eux qui vont permettre, lors de la livraison et de la validation avant la mise en production, de s'assurer que tout fonctionne bien, tous les correctifs, toutes les nouveautés qui ont été intégrées lors de la phase de développement sont fonctionnelles. D'ailleurs, vous avez à ce sujet des éléments aussi que nous avons réalisés, des webinars et un podcast aussi que Catherine nous a mis sur le chat, que vous pourrez visualiser et écouter, qui explique et reprennent tous ces éléments plus en détail. Pour ce qui est du cinquième poste. Alors, le cinquième poste budgétaire, c'est l'accompagnement des utilisateurs. Alors, l'accompagnement, c'est important, évidemment, il est parfois négligé, mais il est important quand même pour garantir un bon taux d'adoption de l'application et pas forcément simplement au moment de la mise en production, tout au long du cycle de vie de l'application et de ses évolutions. Donc, il comprend les actions de communication, de formation, par exemple. La part du budget qui lui est allouée, finalement, il est très variable ça variera en fonction de l'ampleur en fait des actions qui seront mises en place par le client pour lancer l'application. Par exemple, ici, j'ai mis l'exemple de groupe Pasteur Mutualité. On en a parlé tout à l'heure rapidement quand on a parlé des références. C'est un groupe mutualiste d'assurance qui est dédié aux professionnels de santé. Et on a développé pour eux une application sur tablette de souscription de contrats d'assurance. Donc, elle s'adresse aux 150 commerciaux de l'entreprise qui vont sur le terrain prospecter des professionnels de santé. Donc, et dès le déploiement de la solution, l'ensemble des conseillers a bénéficié de formations magistrales à la souscription de contrats d'assurance sur iPad. Alors, pour maintenir l'accompagnement dans la durée, il y a aussi une web TV qui a été dédiée
est mise en place pour accompagner les commerciaux dans la prise en main de l'application. Des courtes vidéos qui répondent à des questions précises que pourraient se poser les conseillers. Et aussi un dispositif de e-learning qui est mis à disposition tout le temps, en continu, et qui propose des modules de formation courts et ponctuels. À chaque fois qu'une nouvelle application est déployée, parce que maintenant il y a une douzaine d'applications disponibles sur la tablette, une par contrat d'assurance en fait, le dispositif d'accompagnement se remet en route et il y a 2 séminaires commerciaux par an, au cours duquel des ateliers sont automatiquement organisés pour mettre à jour les connaissances des conseillers sur les différentes applications que contient la tablette. Alors, il y a aussi un point important, c'est que la tablette est délivrée à chaque nouveau conseiller et au cours de la formation d'intégration, de nouveau, la formation sur la tablette, bien sûr, est incluse dans le parcours du nouvel arrivant. Un autre exemple d'accompagnement pour l'entreprise Lafarge Béton, pour laquelle on a réalisé une application sur tablette qui sert de support aux techniciens de maintenance pour les aider à réaliser leur ronde dans les centrales à béton. On a conçu et développé donc une première version de l'application qui permet aux techniciens de prendre en main rapidement cette application. On a mis en place un test qui permet aux techniciens de prendre en main rapidement cette application. Et ce test, en fait, a permis de récupérer des retours d'expérimentation. Et suite à cette expérimentation, on a fait une session d'interview utilisateur qui consistait en des entretiens en face à face, mais aussi en observation de l'utilisation en live de l'application. Donc du coup, ça c'est intéressant parce que ça permet de cartographier l'expérience entière vécue par le technicien à l'utilisation de la tablette, d'application sur la tablette. Ça facilite l'identification de points forts, mais aussi d'axes d'amélioration pour l'application. Et en plus, ça permet de prendre en compte rapidement les désirs, mais aussi les craintes qui sont exprimées par les utilisateurs. Je vois que nous avons une nouvelle question de Jérôme. Donc Jérôme indique combien coûte la formation globalement et combien de temps dure celle-ci en général? Vous parlez de quelle formation exactement? Il indique que c'est côté développeur ou sinon le client qui la réalise. On attend simplement des précisions. Une fois que l'application est développée. Alors, la formation dont je parlais là à l'instant, c'est une formation qui a été organisée par le client, formation métier sur l'application, sur l'utilisation de l'application. Donc là, c'était entièrement pris en charge, en effet, par le client. Après, il peut y avoir une phase de prise en main, mais plutôt technique, là. Je pense, Julien, tu peux me reprendre sinon, au moment du déploiement de l'application, pour les équipes techniques du client. J'ai un exemple que je pourrais vous donner, Jérôme, justement tout à l'heure. On va en parler justement d'un de nos clients qui a utilisé cette formation qui était interne lorsque l'application était pour le coup prototypée. Donc ça rejoint votre première question. Il y a eu donc une phase de formation, d'appropriation du prototype auprès des techniciens. Je vais vous en parler par la suite, vous verrez. Mais effectivement, cette formation-là, c'est pas une formation de Inflexis vers le client, c'est juste l'appropriation de tout le projet qui est mis en œuvre au fur et à mesure de son avancée et du projet, pour qu'ils puissent, eux, faire les tests utilisateurs et les remonter ensuite auprès de nous s'il y a des éléments qui ne vont pas ou sur lesquels on intervient par la suite. D'ailleurs, c'est ce qui fait partie d'une partie, ça fait partie des éléments tests et recettes que nous déployons aussi avec le client. Alors, sixième poste, pardon, tu n'avais pas terminé.
Non, j'avais terminé, oui. Mais ça rejoint D'accord. justement, après les tests et recettes dont nous avions parlé et l'accompagnement des utilisateurs, il y a un dernier élément qui est la maintenance. Alors la maintenance, elle intervient donc lorsque l'application est mise en production, c'est-à-dire qu'elle a été testée, validée entre Inflexis et le client et qu'elle est donc opérationnelle. À ce moment-là, on a une période dite de garantie de 3 mois que Inflexis met automatiquement en place auprès de nos clients pour maintenir l'application la plus stable, la plus opérationnelle possible lorsqu'elle va être déployée auprès de votre entreprise. C'est ce qui va permettre en fait de garantir le bon fonctionnement de l'application et son évolutivité par la suite. Durant ces 3 mois, on maintient et on échange avec vous également pour savoir, au-delà de ces 3 mois de garantie, si vous souhaitez poursuivre sur la maintenance avec Inflexis et qu'on puisse mettre en place à ce moment-là ben, les éléments pour que vous puissiez être assuré que dès qu'il y a un élément qui ne va pas, vous puissiez lever une alerte et nous avertir et nous on va intervenir directement dessus. Donc c'est ce qu'on appelle donc la maintenance ou tierce maintenance applicative. Donc ça représente environ 10% du budget total, c'est quand même pas anodin, il faut pas l'oublier, mais c'est qui va permettre de garantir le bon fonctionnement de l'application, son évolutivité et les corrections qu'il y aurait à apporter s'il venait à y avoir un correctif ou une correction sur un événement qui aurait bloqué. D'ailleurs, il y a une maintenance de l'application mobile, c'est un des éléments qu'on a animé dernièrement. Vous pouvez trouver dans le chat aussi où on reprend tout le déroulé et toute l'explication sur ce qu'est la maintenance d'une appli mobile, étape par étape, ce qu'il ne faut pas oublier et quelques conseils. Et maintenant, à moins que vous ayez des questions sur ce sujet, je vous propose de répondre à un petit quiz. C'est une question toute simple. Selon vous, d'après les différents postes que nous avons énumérés, quel est le poste budgétaire le plus coûteux ? Est-ce que c'est la conception, le développement, la direction de projet, les tests, l'accompagnement des utilisateurs ou la maintenance? Qu'est-ce qui vous paraît être le plus gourmand dans le budget total de l'application? Je vous laisse une petite seconde pour répondre. Donc, Jérôme a répondu le développement, Olivier aussi. Pas d'autres réponses? Pas beaucoup de monde qui souhaite répondre. Anaïs, Claude, Olivier, une idée? Rémi, Sonia? Bon. Ok. Donc, il semblerait qu'il y ait une entente globale sur le développement. Alors, en effet, c'est le développement, vous avez raison. C'est le poste budgétaire le plus gourmand, on va dire. Ensuite, on a la conception, non, la qualité, les tests et la recette, la conception et le design avec 15%, la gestion de projet et la communication, même si c'est tout à fait arbitraire parce que il peut y avoir un poste communication beaucoup plus important selon ce qu'on met en place. Mais en tout cas, hormis la communication et la maintenance, les autres postes budgétaires se calculent, comme vous le voyez ici sur cette infographie, en nombre de jours hommes. Alors, justement, à partir de ce schéma, concrètement, Julien, est-ce qu'on peut avoir une idée d'enveloppe? Alors, c'est la question qui rejoint cet événement, effectivement. Alors, c'est difficile sans avoir d'éléments concrets de vous indiquer une idée de coût précise. Néanmoins, on a mis en place, on a créé un petit élément qui permet de vous apporter un peu plus de précision. On va le voir par la suite. Il s'agit d'un schéma que l'on a enrichi, qui vous permet d'avoir une idée sur cette enveloppe de budget à créer, à mettre en place et à voir aussi pour pouvoir poursuivre le développement. On a imaginé qu'on pouvait tout à fait proposer ce schéma en rapport avec une application pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus précise.
Par exemple, là, au travers de l'animation, vous voyez construction d'une maison qui est en train d'évoluer. Et effectivement, c'est comme une maison, l'application. Il va y avoir des éléments de base pour une application dite basique avec le minimum de fonctionnalités et sans back-end derrière. Donc, il va y avoir l'architecture et le contenu de l'architecture à imaginer, l'encadrement autour de l'application, effectivement. On peut représenter par les murs de la maison, comme vous pouvez le voir, avec bien entendu dès le départ une équipe projet Inflexis qui évoluera tout au long de votre projet entre le chef de projet, les développeurs, les qualiticiens qui seront mis donc dans l'équipe Inflexis pour vous aider à déployer ça. Donc l'architecture, le contenu, le serveur de production, le langage et le parcours utilisateur, tout ça c'est le minimum du travail préparatoire qui va permettre de concevoir une appli mobile. On va fonctionner sous forme de briques, comme vous allez le voir au travers de cet exemple-là. J'ai imaginé donc des briques de 10K qui permettent de savoir grosso modo comment va consister l'application, le projet, comment il va évoluer. Donc Inflexis valide ces éléments au travers de cahiers des charges habituellement ou lors d'ateliers, comme on l'a expliqué au début, des ateliers de co-création, de cadrage fonctionnel, pour limiter avec le client au minimum à une fonctionnalité qui sera dite prioritaire et se concentrer uniquement sur cette fonctionnalité. Donc au travers de cette brique de 10K, on se consacre à cette fonctionnalité avec quelques écrans, 5-6 écrans maximum, pas de back-office derrière, pas de connexion au réseau, quelque chose de très basique. Et c'est ce qui va permettre ensuite de se concentrer sur la mise en place d'un POC, donc Proof of Concept ou Minimum Viable Product pour l'MPP, sur un coût donc qui sera budgétisé dès le départ, cadré sur cette fonctionnalité qui permettra ensuite d'apporter de l'évolution, mais dès un premier temps de se concentrer sur cette brique, sur cette première application et de voir comment elle évolue par la suite en fonction de ce que vous souhaitez mettre dans le futur sur l'application et comment elle va évoluer. Donc on passe ensuite sur un autre schéma qui lui va consister sur toujours pareil, la fonction de base et également les éléments complémentaires qui vont enrichir l'application. Donc on parle de cloison d'une maison par exemple, ce sont les fonctionnalités supplémentaires, de nouvelles également options qui vont permettre de compléter l'application. Donc on parle par exemple de solutions d'interconnexion entre les différents services. Il peut s'agir de connecter l'application avec des éléments comme un CRM ou autre pour pouvoir faire transiter les données. Deux, trois fonctionnalités qu'on rajoute une fois qu'on a effectué la première partie. On peut le développer des fonctionnalités comme la géolocalisation en fonction des besoins, le mode connecté-déconnecté, donc on-offline. On peut créer en fonction des besoins une saisie de formulaire qui peuvent être ensuite transférés et envoyés directement au sein d'un ERP ou d'une entreprise, récupérer les données sur un objet connecté, comme une montre connectée par exemple. Donc, on peut vraiment imaginer tous les éléments en fonction du projet que vous souhaitez, toujours en restant dans un budget cadré. On monte de 2-3 fonctionnalités, on passe par exemple sur un projet de 30-40K. Et là, vous avez donc une application un peu plus avancée et qui, elle, va pouvoir tourner à son tour avec les retours des utilisateurs. Et un élément important aussi, avec le chef de projet, il y a les qualiticiens qui, à chaque fois, lorsqu'on fait une livraison, vont intervenir pour valider les éléments et s'assurer que tout fonctionne bien lors des tests et recettes. Ensuite, lorsqu'on est arrivé à une application qui a les premiers tests réalisés que tout fonctionne et que vous êtes donc apporteur de nouvelles idées et que nous on valide avec vous, on passe sur une application qui elle va être plus avancée. Donc on avait vu l'exemple jusqu'à présent de la maison avec les murs, la cloison. Aujourd'hui, si on veut aller encore plus loin, donc je prends l'exemple donc du toit de la maison qu'on rajoute. On va ajouter un élément plus complexe encore, mais qui va enrichir tous les éléments de l'application et des logiciels. Je donne un exemple d'une fonctionnalité comme l'interfaçage avec un RP ou un mode de sécurité renforcé qu'on a effectivement trouvé auprès de certains de nos clients tertiaires. L'identification en plusieurs facteurs pour sécuriser l'application sur du paiement par exemple. La gestion de stock aussi nous a été demandée. On a mis des éléments en place aussi pour que des techniciens puissent
gérer leur stock ou faire la commande et être réactif auprès de leurs clients sur un chantier. Tout ça, ce sont des éléments. Ce sont les éléments que l'on peut mettre en avant, où la qualité par contre est un facteur primordial qui lui va délivrer une appli mobile avancée, et la qualité va assurer aussi la livraison de cette appli la plus qualitative possible en écartant tout problème fonctionnel pour qu'elle soit efficace directement auprès des utilisateurs finaux. Je vois que Olivier nous demande, alors j'ai vu effectivement ce qu'il indiquait au début, si la conception était 6K pour 15%, c'est environ 40K global. Ça va dépendre de votre projet encore une fois, des différentes fonctionnalités que vous avez souhaité mettre en application immédiatement ou pour plus tard. Là, vous êtes sur une application qui est moyenne, on va dire, avec 2-3 fonctionnalités comme je l'ai donné dans l'exemple, et pourquoi pas de l'interconnexion avec un service. Donc, en fonction après des éléments qu'on étudie ensemble, on va pouvoir le projeter dans le temps et lisser le projet pour que vous puissiez, au fur et à mesure, apporter du nouveau et faire vivre votre application. Jérôme a posé la question également sur un ERP. L'ERP, lui, c'est le système qui est plus complexe au sein d'une entreprise. C'est un gros logiciel, si je résume, qui va permettre d'avoir différentes fonctionnalités au sein de l'entreprise. Il peut englober la facturation, la comptabilité, il peut englober, dans certains cas, en fonction en fonction de ce qu'il est, de l'enrichissement qu'il propose aux clients, la partie gestion de stock. On peut vraiment avoir ce qu'on appelle le logiciel à 360. Nos clients, certains de nos clients sont équipés de ERP. Donc c'est un logiciel qui englobe différents services, différentes fonctionnalités de service, que ce soit la compta, que ce soit la gestion des stocks, que ce soit une partie plus technique pour les développeurs aussi, où ils vont pouvoir faire transiter la donnée. Et ces éléments-là, qui sont un élément important dans une entreprise, souvent ne sont pas interconnectés ou interconnectables. Aujourd'hui, il y a des ouvertures possibles, hein, je pense à SAP ou d'autres gros logiciels aussi qui ont ces éléments-là. Et nous aussi, en fonction de vos besoins, on va travailler dessus et vous apporter des solutions pour vous interconnecter avec votre application mobile afin de faire transiter les informations. Si je reprends l'exemple que je donnais juste avant sur l'application, l'évaluation du budget, la phase finale, quant à elle, d'une application qui, elle, va être beaucoup plus complexe, notamment avec l'interfaçage avec un ERP, on va faire en sorte de s'interconnecter à celui-ci, mais également à un CRM. On va apporter aussi du plus, c'est-à-dire la rendre votre application mobile la plus ergonomique possible et adaptée à vos utilisateurs finaux pour qu'ils puissent gagner du temps, gagner en efficacité, qu'ils ne se posent pas de questions sur l'utilisation de l'application, que ce soit le plus facile possible et clair pour eux. Et sur des différents supports, bien entendu, que vous souhaitez, que ce soit smartphone, tablette ou desktop sur un PC. Un élément qu'on a réalisé pour le groupe Astor Mutualité, notre client, c'est par exemple la tarification sur leur application pour chacun de leurs projets, chacun de leurs professionnels de santé, un configurateur des tarifs en temps réel. Donc, utilisent leurs commerciaux lorsqu'ils sont en face d'un vétérinaire ou d'un responsable de service pour contractualiser le devis qui lui va être dématérialisé ensuite et transféré directement vers leur ERP à eux, puisqu'ils en ont un, effectivement. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, qui a suscité beaucoup de travail et de tests retour auprès du groupe Astor Mutualité. Mais c'est un élément qu'on a été en mesure de mettre en place et qui leur enrichit encore plus l'application et apporte des plus-values auprès de leurs clients. Et là, donc, c'est ce que j'expliquais. On est sur un travail plus complexe, donc qui impute un travail spécifique. Et là, on a une application globalement qui est très opérationnelle, très complexe, très complète, qui permet donc d'apporter tous les services que vous souhaitez auprès de vos clients. Alors, une approche qui tend à se répandre de plus en plus et qui vise à réaliser une première application avec un budget moindre, c'est une approche qui permet, soit par un POC, soit par un MVP, je vais expliquer ce que c'est, d'évaluer rapidement un point technique, de tester, de voir, d'évaluer si on va dans la bonne direction, éventuellement de convaincre des utilisateurs, des investisseurs en interne, des décideurs.
Il y a deux possibilités pour mettre en œuvre cette approche, donc le POC, Proof of Concept, et le MVP, Minimum Viable Product. On l'a évoqué, Julien l'a évoqué un petit peu déjà. Donc le prototype ou POC, il vise à évaluer un point particulier, technique ou marketing, et de monter rapidement une application très simple qui permettra de tester ce point. Donc, il s'appuie le plus souvent sur une maquette dynamique de l'application. Et cette maquette est donc un prototype qui permet de mettre entre les mains des utilisateurs quelque chose de concret, les mettre en situation, comme s'ils avaient l'application entre les mains. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller très vite et d'avoir très vite des retours utilisateurs. À côté de ça, le MVP, il consiste à développer un produit cette fois-ci. Donc, c'est un développement, une application opérationnelle la plus simple possible qui permet de comprendre le projet. C'est-à-dire de vérifier, par exemple, certains aspects techniques tels que des intégrations, avec des liens avec des bases de données, toute l'interface. Donc, il s'agit d'une application qui est réduite à ses fonctionnalités majeures, mais qui est une application proprement dite et qui permet en fait de mettre en place pendant 2-3 mois un test sur des utilisateurs en vrai sur le terrain. Alors, les avantages de ces deux approches, c'est qu'elles sont rapides à mettre en œuvre. Elles sont beaucoup moins coûteuses, évidemment, qu'une application complète. Et elles permettent de limiter la prise de risque. L'inconvénient, c'est simplement que la mise initiale, parce qu'elles ont quand même un coût, elle peut être perdue si le projet est abandonné en cours de route. Mais en général, en fait, ça permet de convaincre, de se projeter, de convaincre rapidement les opérationnels sur le terrain. Donc, on a un exemple que je peux citer ici. Le premier exemple, c'est sur un MVP qui a été mis en place pour une société qui s'appelle Olis Consulting, qui est spécialisée dans l'inspection des plateformes pétrolières. On a développé la solution Evolis, qui est une solution mobile qui gère en fait l'intégralité d'un cycle d'inspection. Ça veut dire la préparation du dossier d'inspection, l'exécution de l'inspection et la création du rapport d'inspection. Donc, les inspecteurs qui sont sur le site, qui se déplacent sur le site à l'intérieur de l'infrastructure de la plateforme pétrolière, ils vérifient l'intégrité de l'installation, donc module par module. Ils indiquent sur la tablette les points non conformes ou qui nécessitent d'être réparés, par exemple. Donc, ils l'indiquent de manière très précise sur les plans qui sont préparés sur la tablette. Et ensuite, eh bien, ce rapport d'inspection donnera lieu par la suite à des opérations de maintenance. Pour cette entreprise, en fait, on a tout d'abord réalisé un test à partir d'une application qui ne comprenait que les fonctionnalités majeures attendues. Il a été très vite développé, ce MVP, et mis entre les mains d'utilisateurs finaux pendant 3 mois. Donc, ça a permis de vérifier l'intérêt de l'application pour ces utilisateurs. Ça a permis de vérifier l'utilisabilité de l'application dans le contexte, dans l'environnement de travail, qui est quand même assez particulier. Le côté pratique aussi l'application, si elle était facile à utiliser. Et on a pu aussi constater, ils ont pu constater eux-mêmes comment l'application leur permettait de réduire les temps d'inspection, par exemple, de faciliter aussi, c'était une remontée qu'on avait, faciliter le lien entre le terrain et le back-office. Apparemment, il y a vraiment un point critique dans ces métiers-là sur ces questions-là. Si j'apporte une précision à Catherine, ce projet-là, il a été conçu pour un client qui intervient. Le besoin, c'est des techniciens sur une plateforme pétrolière où il n'y a pas forcément de connexion non plus, où c'est très spécifique. Comme elle l'a indiqué, ils ont beaucoup de temps de préparation d'éléments. Lorsqu'ils sont sur la plateforme, il n'y a pas de connexion, ils travaillent en mode déconnecté. Et ensuite, c'est transféré entre la tablette et les techniciens, les rapports qu'ils ont réalisés. Et ensuite, tout est rattaché au back-office du projet.
Et le responsable donc, des équipes va recevoir les comptes rendus et toutes les interventions, les inspections réalisées avec les retours. Donc c'est un gros travail et avec une grosse problématique et beaucoup de temps passé lors de ces interventions, comme on a pu avoir les retours lorsque ça s'est passé. Euh, Ils nous ont donné quand même un retour utilisateur très positif en indiquant qu'ils avaient quand même un temps gagné très important. Ils avaient réduit presque de moitié la préparation des éléments et ça leur permet tout simplement, lorsqu'ils font leur travail aujourd'hui, au-delà de l'inspection, de travailler sur des tâches qu'ils n'avaient pas le temps auparavant de réaliser. Ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que la mise en œuvre d'un MVP, elle permet aussi, dans ce cas-là, on l'a constaté, ça permet de faciliter l'appropriation de l'application. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas forcément sensibles ou familières plutôt avec les technologies. Et pourtant, donc, se sont appropriés l'application et même ça a généré une attente. C'est-à-dire qu'ils ont vu une application succincte, limitée aux fonctionnalités essentielles, et ils ont demandé d'eux-mêmes d'autres fonctionnalités. Ça amène en fait des évolutions, ça provoque une attente et ça amène des suggestions pour la version V1, on va dire, de l'application qui va être développée par la suite. Exact. Un autre exemple, c'est celui d'Accès Industrie dont tu vas nous parler. Oui. J'ai vu que Jérôme avait posé une nouvelle question. Le coût de ce MVP et le coût de l'application totale, combien de temps? J'ai pas intervenu sur ce projet-là, c'est mes collègues qui ont intervenu. Je sais que le temps pour le premier MVP, ils sont concentrés sur une première fonctionnalité vraiment de base qui était la création de l'outil, enfin de la partie inspection uniquement. Donc ils ont déployé en moins de 2 mois, je crois, ce MVP auprès du client qui était à l'étranger. Le coût, je crois qu'on était sur quelque chose qui était bien inférieur à 20K dans le cadre de ce MVP, donc qui est tout à fait envisageable puisqu'il y a eu un minimum de fonctionnalités. On s'est concentré sur une fonctionnalité, un résultat. On a fait les tests et on a fait les retours ensuite pour développer la suite qu'ils nous souhaitaient. Donc ça a été mis en place très rapidement. Et en début d'année, on avait donc apporté de nouvelles évolutions, de nouvelles versions avec des applications, avec des fonctionnalités supplémentaires qui ont été rajoutées. On est passé sur un projet d'une application qui est devenue plutôt de l'ordre d'une application moyenne avec plusieurs fonctionnalités. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on était à un petit peu plus de 40K, je crois. Et l'application continue d'évoluer au fur et à mesure depuis, avec toute une panoplie de fonctionnalités qui sont développées, demandées par le client et utilisées du coup par les utilisateurs finaux qui sont très demandeurs et impliqués dans le projet. Oui, Catherine? Non, j'allais dire que là, on a vu sur l'écran précédent, si je reviens, que les plans sont en 2D et en fait la fonctionnalité là très importante sur laquelle ils sont en train de travailler, c'est travailler sur des plans en 3D avec la capacité de tourner autour des éléments et de rendre quasiment l'image qu'il y a sur la tablette équivalente à l'image réelle qui est en phase 2 du matériel qu'ils doivent inspecter. Oui. Ça apporte une plus-value. On est dans un élément plutôt innovant et ça demande un travail beaucoup plus poussé du coup pour la suite. Si je prends un autre exemple, on en avait parlé tout à l'heure, Jérôme nous avait demandé des éléments sur la formation. C'est cet exemple-là dont je vous parle. Donc là, on est plutôt parti sur un POC au départ, avec un prototype, c'est le client Accès Industrie. Il fallait convaincre les utilisateurs finaux qui sont des techniciens itinérants, qui sont tous les jours sur la route et qui effectuent les interventions chantier qui leur sont remontées. Donc pour eux, cette entreprise, elle, qui est spécialisée dans la location et l'achat d'engins de levage, il faut être actif, il faut être rapide et il faut que tout soit le plus ergonomique possible parce que les techniciens enchaînent les interventions et donc il ne faut pas qu'ils perdent de temps. Pour eux, on a mis en place donc ce qu'on appelle une maquette interactive dynamique lors d'un prototype. C'est ce travail qu'ils nous ont demandé de réaliser sur tablette à destination des techniciens donc de maintenance. On a précisé ensemble le cahier des charges, puisqu'ils avaient un cahier des charges qu'ils nous ont soumis, qu'on a échangé ensemble et précisé avec l'équipe projet. Grâce à ce travail, donc, ça a pu nous permettre de concevoir donc, le premier prototype de fonctionnalité qui était donc prioritaire de l'application. On s'est concentré les concernant sur la rédaction de rapports d'intervention. C'était le plus important pour eux. Au travers de cette maquette,
en sélectionnant donc un premier chantier et ensuite de sa prise en charge et la dématérialisation de cet élément. Donc ce premier événement a permis de simuler le fonctionnement de l'application, de la future application, tenir compte des conditions d'utilisation. Donc, par exemple, l'impossibilité pour les techniciens d'utiliser un clavier ou d'utiliser la commande vocale puisqu'il y avait trop de bruit sur le chantier, par exemple. Donc, on a imaginé à chacune des solutions pour qu'ils puissent l'utiliser. Cette maquette donc, a été mise en main dès le départ entre les utilisateurs. Donc, on a constitué un échantillon, Accès Industriel a constitué un échantillon de techniciens qui ont été donc les bêta-testeurs de ce premier prototype. Et ils ont fait les tests. Et ensuite, après l'avoir compris comment ça fonctionnait, et c'est donc cette formation en interne que Accès Industriel a réalisée auprès de leurs techniciens, ils l'ont testé, ils ont remonté les éléments, des demandes, des informations complémentaires qu'ils souhaitaient pour que ce soit plus clair pour eux. Et on a travaillé donc sur un bilan fonctionnel technique plus enrichi, qui nous a permis d'apporter des améliorations ensuite recommandées par les techniciens, comme par exemple le fait d'intervenir sur un chantier où il y a la présence d'amiante. Et bien pour eux, il faut qu'ils se préparent avant d'arriver sur place. Donc il faut qu'ils sachent en amont si ce chantier contient de l'amiante. Et bien ça, par exemple, le fait de savoir lorsqu'ils utilisent l'application dès le départ qu'il y a présence d'amiante auprès de ce client, ça leur permet de gagner du temps. L'avantage du test donc, qui a été réalisé, c'est que les techniciens se sont sentis impliqués et se sont appropriés l'application à 100%. Et on est allé beaucoup plus vite par la suite dans l'idée du produit, puisqu'ils ont remonté eux-mêmes des besoins qui ont donné naissance à de nouvelles fonctionnalités et qui ont apporté donc tous les bénéfices que pouvait amener cette application, mais ils l'ont compris très rapidement. Et ça a même provoqué une attente lors de ce projet, puisqu'ils nous demandaient régulièrement, à leurs équipes, demandaient où en était l'application, s'ils pouvaient être prêts, quand est-ce qu'elle pouvait être prête, pardon, pour qu'ils puissent l'utiliser sur le terrain. Et donc c'est une pratique, comme on l'indiquait auparavant, les tests utilisateurs, c'est une pratique qui favorise l'engagement des utilisateurs vis-à-vis de cette future application mobile. Mais tout ça, tous ces éléments-là, quand on l'a appréhendé, notamment avec Accès Industrie, ça a été des choix qui ont dû être réalisés donc par le client, des choix de stratégie, savoir tout simplement, on a un cahier des charges, on n'a pas de cahier des charges, on veut aller vite ou pas, on veut faire un POC, on veut faire un MVP, il faut choisir. Il faut choisir, il n'y a pas plus d'avantages d'inconvénients, en fait, en fonction de la stratégie que vous allez préférer. On va plutôt faire des choix selon les contraintes et objectifs du projet. Par exemple, si on veut aller vite de l'idée au produit, pour convaincre rapidement, réduire les risques, à ce moment-là, il est préférable de partir sur un POC ou un MVP, puisque ça va être plus rapide de mettre en place. On va se concentrer sur une fonctionnalité minimum, avec un budget donc approprié qui sera plus inférieur que si on faisait l'application complète. Et sans en prendre en compte la partie technique comme l'interconnexion par exemple, puisque c'est le cas d'un prototype dans un premier temps. Pour un cahier des charges, c'est différent. Il y a un travail préparatoire qui est plus long, plus complexe. On aborde tous les éléments, donc tout va dépendre des contraintes et du temps, notamment sur un projet. C'est là où on va choisir telle ou telle stratégie, plutôt POC MVP ou cahier des charges. Si on veut maîtriser vraiment tous les éléments et tous les aboutissants du projet, à ce moment-là, on va se concentrer sur le cahier des charges, où on mettra vraiment tous les éléments dedans, où on pourra échanger donc avec vous, parce que nous on va le découvrir, on va le lire, et vous poser des questions suite d'un retour pour être certain que tous les éléments sont bien pris en compte. Et c'est ce qui va nous aider ensuite pour le planning. Il faut savoir s'il est serré ou pas, pour répartir les différentes fonctionnalités du projet. Et le rétro-planning aussi, vous pouvoir correspondre au mieux avec vos délais sur le cahier des charges. Ok, donc on a vu un petit peu tous les postes budgétaires, comment on pouvait calculer une enveloppe, mais est-ce qu'on peut réduire les coûts sans nuire à la qualité? Ça, c'est une question assez cruciale et on aimerait vous la poser, c'est-à-dire à votre avis, est-ce qu'une application mobile vite développée, pas chère et de qualité, ça existe? C'est une question un peu provocatrice, on va dire. Mais c'est une question qui n'est pas si anodine parce que
il est rare que le budget soit extensible et souvent, souvent les applications sont à développer pour demain. Le temps que vous vous répondiez à la question, je vois qu'Olivier pose une question. Il indique donc si un cahier des charges est tout de même utile pour un POC, est-ce que ce n'est pas compliqué ou risqué de faire sans? Lorsque vous nous contactez sur un projet, si vous n'avez pas de cahier des charges, si vous avez un cahier des charges, vous nous transmettez, on l'étudie et on fait les retours avec vous. Si vous n'avez pas de cahier des charges, on va faire des rendez-vous préalables avec vous pour mettre en place les besoins ou alors, l'auquel cas, vous proposer effectivement, comme on a parlé au début du webinaire, un atelier de co-création. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de cadrer le projet et d'être sûr de ne pas oublier des éléments ou que vous, de votre côté, vous n'auriez peut-être pas perçu une contrainte technique afin de passer au travers de tous ces éléments, de rien oublier. Lorsqu'il n'y a pas de cas des charges, si le sujet est suffisamment bien étudié et creusé, lors d'un rendez-vous, on fait le point, on recense avec nos chefs de projet les éléments. S'il y a des questions, on les valide avec vous avant de faire quoi que ce soit. Et de toute manière, on vous fait une proposition, on relate tous les éléments si on a bien compris tout ce que vous souhaitez sur le projet. Tant que c'est pas validé, on va pas plus loin. Donc, on sécurise de tout de notre côté. Et soit par les ateliers de co-création, soit par le biais de rendez-vous qu'on fait ensemble d'échanges. Et si vous avez un cahier des charges, effectivement, on travaille à partir de la base de ce cahier des charges. Mais il y a aussi souvent des éléments qu'on vous demande de compléter. Oui, je pense que peut-être que l'expression, la façon dont on s'est exprimé n'est pas tout à fait correcte. Je pense que de toute façon, sur le cahier des charges, il est nécessaire. Mais est-ce qu'on part sur le développement du cahier des charges ou est-ce qu'on part sur le développement d'une fonctionnalité ou de quelques fonctionnalités? On peut avoir une entreprise qui souhaite partir sur un cahier des charges global. L'application est déjà complètement décrite et on part sur l'application parce que l'application est celle qui correspond aux besoins et que l'entreprise souhaite mettre en place tout de suite. Mais de toute manière, oui, en effet, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, un cahier des charges existant pour pouvoir partir sur un POC. Alors, la réponse oui dans les pays indiens ou autres, par exemple, non, d'accord. Et Olivier répond oui pour des fonctionnalités simples, à son avis. Alors, bon, comme la question est provocatrice, on a décidé de répondre de manière un petit peu provocante aussi, mais on va s'en expliquer. Et Olivier, vous avez en effet raison, oui. En partie sur les réponses qu'on va vous donner. Pour ça, je vais revenir sur le camembert qu'on avait vu au tout début, la répartition des coûts. Quand on regarde ce camembert, en fait, on peut assez rapidement voir sur quel levier on peut appuyer pour réduire les coûts. Alors, sachant que la contrainte, la contrainte qu'on ne peut pas du tout, dont on ne peut pas du tout s'épargner, enfin qu'on ne peut pas du tout laisser de côté, en tout cas, c'est qu'on ne veut pas réduire la qualité. Donc, c'est le poste sur lequel on ne touchera pas de toute façon. C'est un préalable. Par contre, le plus gros poste budgétaire, c'est en effet le poste de développement, comme on vient de le voir. Donc, est-ce qu'on peut économiser sur le temps de développement? Parce que si c'était possible, mécaniquement, ça réduirait la partie aussi gestion de projet et la partie test et recettes. Donc, vous avez raison. De toute façon, on a un peu déjà évoqué la question hein, au cours des précédents sujets qu'on vient de traiter. Se concentrer sur les fonctionnalités principales, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1, effectivement, Catherine. Se concentrer sur les fonctionnalités principales de l'application. Par expérience, en fait, on sait que le cahier des charges vont comprendre une liste de cours, si je puis dire, idéale, avec tout ce que vous souhaitez dans votre application. Mais ça tient rarement compte du budget disponible ou des contraintes de planning. Donc, il faut faire attention à ces éléments-là. Réduire le périmètre fonctionnel va permettre de réduire les coûts et la durée du développement. C'est ce que l'on préconise en premier lieu. En priorisant les fonctionnalités lors des ateliers de cadrage, par exemple, on s'aperçoit très vite qu'un MVP, un Minimum Viable Product, qui comprend des fonctionnalités majeures, par exemple rédaction de rapports
techniques uniquement vont permettre d'aller plus vite et de réduire les coûts. En précisant donc et en priorisant ces fonctionnalités, on s'aperçoit très vite que ça devient incontournable pour l'application avec une fonctionnalité dite majeure et que ça suffit pour répondre aux attentes immédiates des utilisateurs. Ensuite, on va l'enrichir par la suite, donc avec de nouveaux éléments. Mais ce qui est important, c'est garder les autres fonctionnalités pour les versions suivantes. C'est une bonne stratégie puisque ça permet à l'usage d'apporter des besoins différents, de se rendre compte que des besoins différents pourront émerger et de faire vivre l'application avec des différentes évolutions lors des versions futures. Ok, alors une autre astuce, c'est identifier, évaluer la plus-value des fonctionnalités complexes. Par exemple, les notifications, la sécurisation, les connexions au système d'information, le mode connecté-déconnecté, tout ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent coûter cher. Donc, comme la complexité influe sur les temps de développement et donc sur le budget, il est intéressant de se demander si certaines fonctionnalités complexes sont nécessaires. Est-ce qu'il est nécessaire de les développer? Est-ce qu'on peut s'en passer? Par exemple, le mode connecté-déconnecté, il y a des situations où c'est pas forcément nécessaire. Pour groupe passeur mutualité qui va voir dont les conseillers vont voir des professionnels de santé dans les hôpitaux, ou pour accès industrie dont les techniciens vont sur des chantiers, peut-être que c'est nécessaire puisqu'ils vont sans doute se retrouver dans des zones blanches sans accès Internet. Mais dans d'autres situations, est-ce que c'est nécessaire? Il faut se demander en fait quelle est la plus-value de ces fonctionnalités complexes. Autre conseil, on parle de dessiner du niveau d'élaboration du design. Effectivement, le design est un élément important de l'application. C'est par là où on peut élaborer et personnaliser l'application avec de l'ergonomie notamment. Et plus le design va être élaboré et personnalisé, plus il y a de travail derrière, donc de développement. On a vu tout à l'heure lors du camembert que ça représente à peu près 15 à 20% total du temps de développement. Une ergonomie donc simple, efficace, engage rapidement les utilisateurs. C'est ce qu'on a vu auprès de nos cas d'usage tout à l'heure. Le design, ça comprend quoi? Ça comprend la charte graphique, les contraintes ergonomiques, les animations, les éléments de navigation, etc. Donc plus c'est élaboré effectivement et plus il y a du travail derrière. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que au travers de ce design, et dans le cas d'une application mobile professionnelle, pour des employés de l'entreprise, on sait souvent qu'une ergonomie simple et efficace va engager les utilisateurs plus rapidement sur le design évolué. Donc c'est par ce biais-là qu'on sait qu'on peut gagner du temps, de la rapidité de développement et de coût sur ce poste. Allez, une question d'Olivier. Oui. Olivier nous indique: réalisez-vous de la customisation de templates? Permet de gagner du temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu plus? Effectivement, il existe des créations déjà. Il peut y exister des briques fonctionnelles de code, par exemple. À voir ensuite si il faut reprendre un élément, s'il faut reprendre des morceaux de code. Nous, c'est ce qu'on a pu entendre parler de low code, par exemple. Il existe des codes tout faits déjà, effectivement, ou que certains de nos confrères utilisent. Il faut faire attention sur certains éléments. Sur une application simple, très basique, où il y a une fonctionnalité ou deux, ça permet de gagner du temps, effectivement. On peut reprendre des éléments déjà faits et les coder. Cependant, lorsqu'on va aller dans une solution plus complexe par la suite, prendre un code tout fait dans la base peut engendrer des difficultés sur la maintenabilité de l'application au travers d'un code. Il peut y avoir des conflits au niveau du code, c'est ce qu'on a pu échanger avec nos ingénieurs. Il peut y avoir des conflits qui vont faire qu'à un moment donné, l'application ne va plus être stabilisée. Et il faut qu'ils recherchent d'où vient l'erreur et ils vont se rendre compte que ça peut être une ligne de code WOT qui a été codée d'une manière qui n'est pas forcément
va dire convenable ou suffisamment en adéquation avec la stabilité de l'application sur les autres codes qui ont été faits donc à la main par nos ingénieurs. Donc, il faut faire attention. Sur une application basique, ça fonctionne. On a eu le cas d'un gros client chez nous au niveau de l'énergie qui nous a contacté, qui fonctionnait avec des solutions de code toutes prêtes, notamment au sein de solutions en MS Office, mais qui se sont retrouvés par la suite une application basique fonctionnelle, très bien. Mais par la suite, ils ont voulu rajouter des éléments, ils se sont rendus compte que ça ne tenait plus, que les tests ne fonctionnaient plus et que ça devenait instable. Et donc là, même s'il ne faut pas réinventer la roue, ben, on est obligé de reprendre toute la quantité de code qui rend l'application non fonctionnelle et qui engendre des problèmes de stabilité. J'espère que j'ai répondu à votre question, Olivier. Alors, la quatrième idée pour alléger, on va dire, les temps de développement et les coûts, c'est de choisir un type de développement mobile moins coûteux. Donc, il existe plusieurs types de développement, développement hybride, natif ou des web apps. Développer en natif, ça signifie qu'il faut réaliser un développement applicatif spécifique pour chaque OS, donc iOS, Android, Windows. Donc, ça veut dire un coût de développement supplémentaire pour chaque OS, par opposition au développement hybride qui permet de mutualiser l'effort de développement puisque les applications fonctionnent indifféremment. L'application développée, en fait, fonctionne indifféremment sur chaque OS, mais en utilisant le même code. Les web apps, c'est intéressant aussi parce que ça permet de réduire le coût, mais ça a des inconvénients en termes d'ergonomie et aussi d'utilisation des fonctionnalités avancées spécifiques aux terminaux mobiles. Donc, comment choisir entre appli mobile, hybride, native ou web app? Donc, il y a un certain nombre de critères. Le budget en est un. Donc, par exemple, l'application hybride sera moins coûteuse en temps et en budget aussi qu'une application native. On a fait d'ailleurs une petite infographie où on a fait un comparatif des différents types d'applications que vous pouvez aller regarder sur Internet. Donc, vous verrez quelles sont les différences entre ces différents modes de développement. Je l'ai également intégré dans le chat, Catherine. Oui, merci. Alors, je reviens ici. On a fait un petit résumé un peu humoristique sur cette question au travers de ce diagramme de Venn. Donc, on est capable de faire en effet une application, on va dire, à un coût raisonnable, rapidement et de qualité, mais en réduisant le périmètre fonctionnel. Donc ça, on sait faire. S'il faut faire toute la liste de courses, comme disait Julien tout à l'heure, dans un temps restreint et avec un budget low cost, là, on passera la main parce qu'on ne sait pas faire. Si on ne peut pas réduire le périmètre fonctionnel, on peut préférer, par exemple, un développement hybride. Si possible, éviter les fonctionnalités complexes. Là, c'est encore possible. On pourra, en effet, limiter les coûts et tout en conservant une qualité optimale. Bon, et dans tous les cas, si on veut faire une application pour la semaine prochaine, ça sera compliqué aussi. Nous, on ne sait pas faire, on passera la main aussi. Il y a une question de Jérôme qui nous demande quelle technologie hybride ou native utilisez-vous? Ce qu'il faut entendre par application native ou hybride, comme l'indiquait Catherine, c'est native, c'est pur iOS ou pur Android. Donc à chaque fois, lorsqu'on reste sur du natif, c'est plus réactif, plus complet, mais par contre, il faut recréer une application et pour Apple et pour Android, on ne peut pas faire autrement. Si on fait de l'hybride, ça va fonctionner sur du code qui peut permettre le fonctionnement de l'application sur les deux côtés. On utilise par exemple des frameworks comme Ionic, en React Native également, qui permet donc de pouvoir par exemple travailler sur les deux. Et à chaque fois qu'on a un projet vous concernant, on vous pose les questions, souvent, soit lors de l'élaboration de cahier des charges des ateliers, pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez utiliser, comment vous souhaitez que votre appli fonctionne, sous quelle technologie, qu'est-ce que vous avez actuellement chez vous, si vous avez des tablettes auprès de vos techniciens déjà ou smartphones auprès de vos salariés d'entreprise. Et on va étudier pour vous la meilleure solution technologique
et vous recommandez à ce moment-là d'utiliser sur du natif ou de l'hybride telle ou telle technologie. Ok. Alors, on a 2 outils que vous pourrez trouver aussi sur le. On vous a donné quelques ressources là durant ce meet-up. On a 2 outils qui sont disponibles gratuitement aussi sur notre site et qui permettent d'aider les entreprises à concevoir leur cahier des charges. Le premier, c'est une checklist que vous pouvez télécharger qui permet en fait de lister toutes les questions qu'on doit se poser quand on a un projet et de ne pas en oublier. Et de préciser, d'être très précis dans son détail, dans son niveau de détail. Plus vous serez précis et plus vous serez en mesure, en effet, de comparer les offres entre elles quand vous allez contacter des prestataires. Donc, on peut vous mettre dans le chat le lien vers le PDF et ça vous permettra en fait de suivre en fait une trame, un fil conducteur pour construire votre cahier des charges. Oui, comme le dit Catherine, c'est une première base, on va dire, cette checklist, pour compléter vraiment votre cahier des charges. C'est un élément on va reprendre tous les éléments, toutes les questions que vous pouvez vous poser dès le début, et c'est ce qui va permettre ensuite de vous aider à compléter votre cahier des charges, à le rendre beaucoup plus complet si vous souhaitez impérativement passer par un cahier des charges. Disons que vous aurez les premiers conseils, les premières bases via cette checklist, et ça vous permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin dans l'élaboration de vos cahiers des charges. On a également un autre outil que l'on est en mesure de vous proposer. Il s'agit, on l'appelait donc un configurateur tout simplement. Il est disponible sur notre site Inflexis, où je vous invite donc à le découvrir, à le parcourir lorsque vous venez effectivement nous questionner sur un projet. Sur notre site, vous l'avez donc sur la page d'Inflexis en haut à droite. Vous cliquez dessus et en fait ce configurateur va vous poser différents éléments. Ça va être à vous de choisir en fonction de l'avancement de votre projet ce que vous souhaitez utiliser, et en fonction de ça vous allez pouvoir compléter en répondant rapidement à des éléments de ce configurateur, et vous allez avoir donc une idée beaucoup plus précise de ce que vous souhaitez, et ensuite vous allez pouvoir échanger avec nous, nous faire un retour, laisser vos coordonnées pour qu'on puisse discuter d'après les éléments qu'on aura donc pu découvrir sur vos réponses à ce configurateur. Donc ça permet tout simplement à vous d'avoir une idée plus précise sur ce qu'on est en mesure de vous apporter, et également on peut vous aider aussi sur l'élaboration de la rédaction du cahier des charges pour votre appui mobile afin de faciliter l'expression de besoins, organiser peut-être un atelier de cadrage en fonction des besoins, et vous accompagner sur la rédaction aussi du cahier des charges si vous souhaitez bénéficier de ce service. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des différentes choses qu'on avait prévu de vous dire. C'est à vous si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions, parce que vous avez eu plein de réactions pendant ce meet-up, c'était agréable. Mais si vous avez encore des questions, il est encore temps de le faire. Vous pouvez nous les poser dans le chat. Pendant que vous réfléchissez, j'en profite pour vous dire que nous avons une prochaine session, la dernière de l'année, qui sera peut-être une suite logique au meet-up d'aujourd'hui, le 10 décembre, donc de 11 à 12, sur le thème « Trouver le financement pour votre projet de conception d'application mobile ». Donc, nous évoquerons notamment comment valoriser votre projet, comment estimer le ROI de votre application, comment convaincre et auprès de quel service d'entreprise convaincre sur l'intérêt de votre projet, et quel dispositif d'accompagnement finalement existe pour vous aider à le mettre en œuvre et à le financer. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a des comptes sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez découvrir d'autres contenus aussi sur notre blog et sur la chaîne YouTube de l'entreprise. On vous a donné quelques liens là tout au long de ce webinaire. Et si vous n'êtes pas
ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre groupe Meetup, comme ça vous serez prévenus automatiquement de nos prochains événements comme celui-ci autour du design et du développement mobile. Je vous mets dans le chat le lien pour aller vous inscrire sur Meetup. Voilà, toujours pas de questions complémentaires sur le sujet de ce Meetup. Très bien, on a pu répondre à toutes vos questions pour le coup. Voilà, donc si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, hein, vous pouvez toujours nous contacter ensuite. Vous allez pouvoir, dès qu'on va terminer ce webinaire, vous allez recevoir le lien vers le replay si vous n'avez pas pu y assister entièrement ou si vous avez besoin de revoir certains points. Voilà. Et puis, nous restons à votre disposition et nous serons heureux d'échanger à nouveau le 10 décembre ou sur nos prochains meet-up de l'année prochaine. Voilà, bonne journée à tous alors. Merci d'avoir été présents et à bientôt. Merci à vous et très bonne journée.